Bonjour et bienvenue dans Géopolitis. L'Inde préside le G20 cette année et plus que jamais, elle entend peser sur la géopolitique mondiale. Une montée en puissance symbolisée par Narendra Modi, au pouvoir depuis 2014, qui incarne une démocratie de plus en plus autoritaire. La guerre en Ukraine a permis à l'Inde de jouer sur tous les tableaux, un pied avec la Russie, un pied avec l'Occident, face au rival chinois. Bollywood, symbole du soft power indien, est en perte de vitesse, victime du streaming, mais aussi du nationalisme hindou. L'Inde face à plusieurs défis alors qu'elle fait figure de bouée de sauvetage pour une économie mondiale qui tousse. Le défi démographique. L'Inde sera en avril le pays le plus peuplé au monde, une force, mais aussi des millions de jeunes sans formation sur le marché du travail. Le défi nationaliste. L'Inde de Gandhi, multiculturelle et laïque, est en passe de devenir l'Hindutva nationaliste et néolibéral de Modi. Le défi environnemental et climatique, avec des villes en surchauffe et ultra polluées comme Delhi. Et le manque d'eau à cause de la fonte accélérée des glaciers qui assèchent les fleuves. Le défi économique, dans un des pays les plus inégalitaires au monde, 1% de la population possède 42% du PIB. Nous évoquerons ces défis avec notre invitée Charlotte Thomas, spécialiste de l'Inde et de la minorité musulmane, dont nous verrons qu'elle est de plus en plus discriminée. Avant cela, Elsa Anguinolfi nous emmène au Gujarat, l'État de Modi qui l'a fait roi. Gujarat, fief de Narendra Modi, les partisans de son parti, le BJP, fêtent leur écrasante victoire lors de l'élection de l'Assemblée régionale. Les habitants du Gujarat ont pleinement soutenu leur fils préféré, Modi. En mars déjà, le Premier ministre ultranationaliste célébrait les succès de sa formation dans 4 autres scrutins régionaux. Ces victoires électorales marquent l'approbation de la croissance en faveur des pauvres et la gouvernance proactive du BJP. 9 ans après son arrivée au pouvoir, Narendra Modi semble en bonne position pour remporter un 3e mandat en 2024, malgré les critiques de nombreuses ONG qui l'accusent d'affaiblir la démocratie indienne entre violation des droits humains, désinformation et répression. En 2022, l'Inde occupe la 150e place au sein du classement mondial de la liberté de la presse de RSF, son plus mauvais résultat. En 2021, l'ONG Freedom House a rétrogradé le pays de libre à partiellement libre dans son indice de la liberté dans le monde. Pour l'année 2022-2023, la croissance de l'économie indienne devrait s'approcher des 7% selon la Banque mondiale, l'une des plus fortes parmi les grandes économies du monde. L'Inde est devenue la 5e économie mondiale, déclassant l'ancien colon britannique. L'Inde est en train de devenir un centre manufacturier qui nous sert de base pour créer une Inde autonome, qu'il s'agisse de la fabrication de produits électroniques ou de téléphones portables. Dans les faits, la promesse de Narendra Modi de réindustrialiser le pays peine à se concrétiser. L'économie reste fragile. Le Covid aurait fait basculer 56 millions d'Indiens dans la pauvreté en 2020. Le chômage chez les jeunes atteint 28%. Une 50aine de morts, surtout musulmans. C'est le bilan des affrontements qui ont secoué le pays il y a 2 ans face à une modification de la loi sur la citoyenneté défavorable aux musulmans. Sous le règne du BJP de Narendra Modi, les actes anti-musulmans se multiplient au nom de l'Hindutva, la suprématie hindoue. Tout comme il existe des pays islamiques et des pays bouddhistes, nous devrions devenir un pays hindou. Nous devons trancher toutes les mains qui s'élèvent contre l'hindouisme. Les musulmans sont la première minorité religieuse en Inde, avec 14% de la population. Le BJP s'est engagé idéologiquement à faire des musulmans des citoyens de seconde zone en Inde, à les humilier socialement et à détruire leurs biens, leurs entreprises et leur éducation.
En Inde, les violences interconfessionnelles sont récurrentes. En 2002, au Gujarat, des émeutes avaient fait plus de 1200 victimes, en majorité musulmanes. À l'époque, Narendra Modi était à la tête de cet État. Bonjour Charlotte Thomas. Bonjour Jean-Philippe. Alors vous êtes spécialiste de l'Inde, vous avez beaucoup travaillé sur la minorité musulmane dans l'État du Gujarat, l'État de Modi, où des pogroms ont eu lieu en 2002. Alors depuis son arrivée au pouvoir en 2014, quelles sont les relations entre les deux communautés? Comment ça a évolué? Entre musulmans et hindous, effectivement. Alors, en fait, moi, je ne parle pas trop de communautés parce que des communautés, ça rigidifie un peu des groupes de population qui se réunissent par des intérêts partagés systématiquement. Et en fait, c'est justement ça, c'est le discours de l'hindouité, du Premier ministre, etc. Or, ce n'est pas le cas. La minorité musulmane est fragmentée. Et effectivement, les rapports intercommunautaires sont très tendus, mais plutôt dans une sorte d'offensive contre les musulmans et également contre les chrétiens. Les fêtes de Noël ont lieu il n'y a pas très très longtemps. Il y a eu beaucoup d'attaques aussi contre les chrétiens dans l'espace public de la part des hindouistes, qui ne sont pas des hindous. Les hindouistes, c'est ceux qui utilisent la religion comme un registre politique et qui, au nom de cette religion réinventée pour le politique, attaquent les musulmans et les chrétiens. Mais est-ce qu'il y a une crispation identitaire qui monte des deux côtés, aussi bien chez les musulmans que chez les hindous? Pas exactement des deux côtés, en fait. Et des deux côtés, ou voire des trois côtés. C'est pour ça aussi que j'ai mentionné les chrétiens. Pas exactement, puisqu'en fait, le gouvernement actuel en place depuis 2014, ainsi que tous les groupes qui sont liés à ce gouvernement, des groupes assez violents comme le RSS, etc., sont des groupes qui veulent en fait mettre en place une suprématie hindouiste. Donc à cet égard, il y a plus une offensive des hindous, des hindouistes plutôt d'ailleurs, contre les musulmans et les chrétiens. Donc les relations se tendent, mais dans un sens, c'est-à-dire qu'on met plutôt les chrétiens et les musulmans à la marge de la société hindoue rêvée, et il n'y a pas vraiment de crispation dans l'autre sens. On parle d'une forme d'apartheid, c'est juste? Alors, c'est quelque chose que moi j'ai travaillé dans mes travaux de recherche, qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution parce que la notion d'apartheid est très connotée. Mais si on entend par là le fait que l'espace géographique, l'espace urbain notamment, est de plus en plus ségrégué entre les différentes minorités religieuses, ce qui est une redistribution de l'espace qui avant était organisé plus selon des clivages économiques, pour le dire vite, des gens de religions différentes, mais à niveau économique équivalent, étaient habités à côté. Aujourd'hui, on a effectivement une dynamique d'apartheid, au sens où les musulmans, les chrétiens vont se regrouper, quel que soit leur niveau socio-économique, ce qui est moins prévalent chez les hindous. Mais effectivement, c'est à cet égard qu'on peut parler de nouvel apartheid. Alors, la question qui revient, on parle de la plus grande démocratie du monde, mais est-ce que l'Inde est encore une démocratie? Trois instituts de recherche la classent maintenant comme une forme d'autocratie illibérale. Alors, il faut toujours se prémunir un peu de ces grands labels, la plus grande démocratie du monde, ce qui était impliqué par le poids démographique de l'Inde, qui est en passe d'être le pays le plus peuplé du monde. Donc, à cet égard, effectivement, si on entend par démocratie le fait qu'il y ait des élections organisées, oui, des élections dont les résultats sont acceptés par tout le monde, y compris par l'opposition, ce qui est important de souligner. En revanche, dans la pratique du pouvoir, et ce qui se remarque dans tout un tas de pays à travers le monde, y compris sous nos latitudes, effectivement, il y a un autoritarisme croissant du pouvoir politique à l'égard de l'opposition. L'opposition, alors on a parlé des minorités religieuses, mais il y a également les journalistes qui sont très victimes d'attaques. Avec Pegasus, le fameux logiciel aussi qui servait à voilà. Et à cet égard, par exemple, le Covid aussi a été un moment de surveillance accélérée de la population. La volonté, il y a quelques années, de mettre en place une carte d'identité, l'Aadhaar, a aussi été une accélération de la surveillance des populations en captant leurs données. Donc en fait, on a vraiment une société un peu, alors là, pour partir dans la littérature, un peu orwellienne qui se met en place de vraiment contrôle de la population. Donc c'est une démocratie formelle, institutionnelle, ça c'est sûr. En revanche, dans la pratique du pouvoir, il y a effectivement des points d'alerte à nommer. Alors, la guerre en Ukraine permet aussi à l'Inde de jouer un rôle pivot, on le voit en ce moment. Elle s'est abstenue d'ailleurs à plusieurs reprises à l'ONU pour ne pas condamner la Russie. Elle reste quand même dans le camp, on va dire, des démocraties. On se retrouve juste après ça. C'est une frontière régulièrement disputée entre l'Inde et la Chine depuis qu'une guerre a opposé les deux pays en 1962. Quelques dizaines de kilomètres à plus de 4000 mètres d'altitude dans l'Himalaya. Les soldats chinois et indiens sont désarmés et se battent à coups de bâton. Malgré cela, les affrontements avaient fait une vingtaine de morts côté indien en juin 2020. Une occasion pour Narendra Modi d'attiser la flamme nationaliste. Ceux qui sont faibles ne peuvent jamais initier la paix. La bravoure est une condition pour la paix. Puissance économique et militaire montante, l'Inde a des relations ambiguës avec sa rivale chinoise.
alors qu'elle en dépend pour ses intrants pharmaceutiques et ses composants électroniques. L'Inde est membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, créée par la Chine, la Russie et 4 pays d'Asie centrale, rejoints en 2021 par l'Iran. Elle est membre fondateur des BRICS, qui regroupent les puissances émergentes Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud. Mais elle est aussi membre du Quad, qui regroupe les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde pour contenir la Chine dans l'Indo-Pacifique. L'Inde joue sa carte, elle ne veut pas d'alliés, mais des partenaires égaux pour les affaires. L'Inde, c'est l'Inde, et elle va mettre en jeu ses propres sensibilités lorsqu'elle s'engage dans le monde. Elle va servir ses propres intérêts. Elle ne sera pas au service des programmes de quelqu'un d'autre. La présidence du G20 cette année lui donnera toute latitude pour mettre en avant son agenda économique Made in India. Sur le plan géopolitique, l'Inde reste fidèle à la Russie qui, depuis l'époque soviétique, lui fournit 70% de son armement. Depuis la guerre en Ukraine, l'Inde achète aussi à la Russie son pétrole sous embargo occidental avec de forts rabais à la clé. L'Inde s'est abstenue de condamner l'agression russe à l'ONU, mais Modi a fait part à Poutine de ses inquiétudes lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai à Samarcande. Je connais votre position concernant le conflit en Ukraine et je connais vos inquiétudes que vous exprimez toujours. Nous allons tout faire pour que tout se termine le plus vite possible. Et pour Modi, adepte du yoga, il faut jouer de souplesse pour rester suffisamment proche des Américains, tout en évitant de jeter la Russie dans les bras de la Chine. Alors on le voit bien, hein, cette compétition avec la Chine, elle est structurelle. Alors la Chine va la dépasser, l'Inde va dépasser la Chine sur le plan démographique, mais économiquement, c'est pas encore le cas. Non, c'est loin d'être le cas, mais en plus, dans la façon de présenter les choses, et je pense que c'est bien pour nous, alors j'aime pas trop la notion d'Occident, parce que je trouve que c'est assez bancal, mais disons Occident, c'est-à-dire pays développé, entre guillemets, vraiment avec énormément de guillemets, il faut se prémunir un peu de cette lecture, parce que l'Inde ne voit pas la chose, l'Inde se prémunit justement d'une approche en termes de camp. Ça se voit très clairement dans la guerre en Ukraine. L'Inde parle avec la Russie, avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Union européenne, qui est un partenaire très, très faible quand même au regard des dynamiques qui intéressent l'Inde. Mais mettons, il nous plaît de le croire ici. Mais bref, mais toujours est-il que oui, l'Inde, en fait, par rapport à la Chine, par exemple, où il y a encore des affrontements frontaliers, les frontières ne sont pas stabilisées avec la Chine, mais l'Inde, pour autant, son premier partenaire économique reste la Chine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle n'a pas du tout une appréhension en termes de amis, ennemis, comme je pense il y a une aporie un peu dans les relations internationales du point de vue occidental de voir les choses en ces termes. L'Inde ne défend pas, en tout cas dans sa politique internationale, dans comment elle traite avec les pays, de valeurs. Elle a des intérêts, elle défend des intérêts. À ce titre, elle n'a aucun intérêt à s'opposer frontalement à la Russie, qui est son premier fournisseur d'armement et de pétrole maintenant, et avec la Chine non plus, parce que clairement, elle est très loin derrière. Donc elle va essayer plutôt de contourner et de faire de la Chine son partenaire. Malgré tout, on voit que l'Inde, avec Modi, est en train de prendre un virage un petit peu quand même anti-occidental. Je pense que c'est plus nuancé que ça. Je pense que, selon moi, ce n'est pas anti-occidental, c'est plutôt une volonté d'affirmation. Par exemple, l'Inde a pris en décembre dernier la tête de la présidence du G20 pour la première fois, qui est un club un peu de puissance qui est très problématique aussi, parce qu'elle fait la compétition, elle est en concurrence avec les Nations Unies. Or, c'est un club de puissance dont on ne sait pas trop bien comment on y rentre. Mais passons. Et en fait, en s'appuyant sur cette présidence du G20, l'Inde va essayer justement de fédérer des pays qui sont en dehors du G20, des économies dites émergentes, pour apparaître un peu comme le leader, entre guillemets, de ce nouvel ordre mondial. Mais ce n'est pas être anti-occidental, c'est juste, en fait, ouvrir le champ. Ouvrir le champ des relations internationales et un peu s'extraire de cette dynamique qui est très, très menée par les États-Unis quand même. Alors cette présidence, ça va aussi lui permettre de mener son agenda Made in India. Et on s'aperçoit aussi que l'Inde, sous Modi, c'est un pays ultralibéral ou néolibéral, je ne sais pas comment le qualifier, mais enfin où le libéralisme est vraiment pur et dur là.
Tout à fait, le régime la politique mise en œuvre par Narendra Modi, dont on a dit qu'elle était extrêmement identitaire, liée autour de cette identité hindoue réinventée. Il faut vraiment insister là-dessus, c'est une identité réinventée. L'hindouisme ne dispose pas de ce qui est en effet aujourd'hui dans le domaine politique. Mais ce régime politique est insaisissable si on le retire de sa jambe économique. Ouais. Narendra Modi, qui a été au pouvoir au Gujarat de 2002 à 2014, a fait valoir tous ces résultats économiques qui fonctionnent sur la privatisation de l'économie et la libéralisation, donc la néolibéralisation de l'économie. Et effectivement, le régime identitaire fonctionne parce qu'il est accompagné aussi de ce registre économique qui séduit les très grands groupes très très riches, les Ambani, Reliance, etc., qui sont des proches du pouvoir, qui achètent aujourd'hui les médias nationaux, qui ensuite font la promotion de la politique de Narendra Modi. Tout ça fonctionne ensemble. Mais effectivement, il a une politique qui, à ce stade en tout cas, en dépit d'un fort taux de croissance, ne va pas en fait servir les plus défavorisés. Justement, qu'en est-il de la pauvreté en Inde, qui touche près de 600 millions de personnes quand même? Mais justement, selon moi, le recours au registre identitaire, donc en gros, nous les hindous sommes assiégés par les musulmans et les chrétiens, fonctionne parce que c'est le seul palliatif aux mauvais résultats économiques envers les plus défavorisés. La pauvreté recule très très peu, l'extrême pauvreté non plus. Effectivement, le pays s'enrichit, mais un petit peu comme là aussi ce qui se voit partout dans le monde, ce sont les très riches qui continuent à s'enrichir. Alors évidemment, on est obligé de parler peut-être même brièvement des castes. C'est un système qui fondamentalement crée de l'inégalité. Oui, alors il faut savoir que la Constitution dispose de l'abolition de l'intouchabilité. Donc les intouchables, ce qui est assez connu, mais aujourd'hui on va plutôt appeler des Dalits, qui est leur nom politique, qui veut dire opprimé, intouchable étant quelque chose de très péjoratif. En revanche, le système de caste n'est pas aboli. Alors effectivement, c'est un frein à une société égalitaire, ça c'est une certitude. En revanche, beaucoup de travaux de mes collègues ont été faits aussi sur le fait que la caste est aussi une façon d'accéder aux politiques, parce que par exemple, il y a des circonscriptions qui sont réservées aux castes défavorisées ou aux hors-castes. Il y a aussi des postes dans l'administration, dans l'éducation supérieure, qui sont réservés à ces catégories de population-là. Ce qui déplaît fortement d'ailleurs aux hautes castes, qui sont un des électorats très privilégiés de Narendra Modi. Donc lui aussi doit gérer très finement tout ça en fait. Alors, de sordides affaires de viol, on l'a vu, ont frappé l'opinion mondiale ces dernières années, malgré le fait que la nomination d'une femme à la présidence, même si c'est un rôle très, très honorifique, la situation des femmes reste très préoccupante. On se retrouve juste après ce sujet de Mélanie Ohayon. En plein centre de la capitale, cette veillée est organisée en mémoire de Jyoti Singh. Il y a tout juste 10 ans, le viol en réunion de cette étudiante de 23 ans avait horrifié l'Inde et bien au-delà. Le 16 décembre 2012, elle est sauvagement agressée dans un bus à Delhi par 6 hommes, dont un mineur muni d'une barre de fer. La jeune femme décédera quelques jours plus tard. Après l'incident, les gens ont promis de très grands changements. Les lois ont été modifiées, le monde entier était en colère. Et nous avons aussi cru qu'un grand changement allait arriver. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Des manifestations d'une rare ampleur avaient été organisées dans tout le pays. Sous la pression de la rue, le gouvernement a adopté des peines plus sévères pour les violeurs et la peine de mort pour les récidivistes. 4 des 6 auteurs du viol de Jyoti Singh ont été condamnés à la peine capitale et pendus en 2020. Mais en 10 ans, la situation n'a guère évolué. Cet été, ces manifestantes s'opposaient à la libération anticipée de 11 condamnés pour un viol collectif. Elles dénoncent un système où les victimes ne sont pas entendues. Cette misogynie et ce patriarcat ont tellement grandi et se sont tant normalisés que maintenant le viol est normal pour les gens. 86 viols sont commis chaque jour en Inde, en moyenne. Un total de 31 677 en 2021, en hausse de 13% par rapport à l'année précédente. Des chiffres qui pourraient être encore largement sous-estimés en raison d'une culture du silence toujours omniprésente. Le plotage est le nouveau bonjour dans le métro. C'est pour ça que j'ai décidé de m'installer dans le wagon des femmes. En 2018, une étude de la fondation Thomson Reuters considérait l'Inde comme le pays le plus dangereux du monde pour une femme, devant l'Afghanistan, la Syrie et la Somalie.
Les jeunes filles de Delhi sont de plus en plus nombreuses à suivre des cours d'autodéfense. Au lieu d'être coincé à la maison, il vaut mieux apprendre l'autodéfense et vivre en liberté, en sachant qu'on peut faire face à n'importe quelle situation. Une nouvelle génération déterminée à ne plus jamais vivre dans la peur. Alors l'Inde, est-ce que c'est le pire pays pour les femmes? Il y a des chiffres incroyables, 15 000 femmes assassinées par année, un tiers des femmes de 18 à 49 ans qui ont déjà été agressées physiquement ou sexuellement. C'est vraiment un pays invivable pour les femmes? Alors, 2 choses à dire. Les chiffres, là, sont à remettre au prorata de la population, certes. En revanche, pire ou pas, je ne sais pas, puisque tout un tas de pays sont compliqués. Et puis, comme vous savez, je suis française, et en France aussi, les femmes font face à des problèmes, etc., d'agression, etc. En revanche, effectivement, il est vrai que ce qui nous arrive d'Inde est très problématique, au sens où il y a un double discours, notamment avec le pouvoir politique en place, qui est très conservateur, et qui a une vision de la femme qui est très imbibée de la religiosité hindoue, donc la femme est la mère protectrice, etc. Ça, c'est très joli dans les textes et quand c'est dit à la télé, mais en fait, ça implique aussi que la femme, du coup, doit rester chez elle. Et que notamment, suite au viol de la jeune fille en 2012, tout un tas de nationalistes, donc d'hindouistes, ont expliqué bien calmement sur les plateaux télé que quand même, cette femme s'était faite agresser parce qu'elle portait un jean et qu'elle était dans un bus tard le soir. Il faut aussi avoir en tête le fait que on a beaucoup parlé de l'affaire de 2012, mais en fait, effectivement, ces viols ont lieu tous les jours parce qu'aussi, ils sont structurellement adossés au système des castes. Une femme dalit est un bien consommable. C'est très, très dur dit en ces termes, mais c'est un peu le sujet. Et si je peux me permettre une petite insert, au regard du gouvernement actuel qui promeut sur la scène internationale la paix, là, j'ai vu dans ces objectifs du G20, c'est faire la promotion de la paix, l'Inde, le yoga, tout ça, on est un pays pacifié. En revanche, en interne, au niveau national, un des chefs religieux hindouistes a quand même déclaré que les hindous étaient en guerre et qu'il fallait être en guerre contre les musulmans, les chrétiens, l'Occident qui pervertit les femmes hindoues. Enfin, tout ça, en fait, est complètement contre-productif pour l'avancée, une forme de progressisme au niveau des droits des femmes. Bien, merci Charlotte Thomas. On voit que l'Inde, comme vous l'expliquez, n'est pas un pays très simple. C'est un pays compliqué, on y reviendra sans doute. Et je renvoie à la lecture de votre livre, paru en 2018, « Pogroms et ghettos, les musulmans dans l'Inde contemporaine » aux éditions Karthala. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'Inde, c'est aussi Bollywood, capable de produire 1600 films par an, loin devant Hollywood. Un cinéma kitsch et glamour qui a fasciné le monde, mais qui est en perte de vitesse en Inde. Elsa Anguinolfi. C'est la dernière superproduction de Bollywood, Pathan. Un film qui a créé la polémique en Inde bien avant sa sortie. En cause, des danses jugées obscènes par les conservateurs hindous comme musulmans, ou encore la couleur du bikini de l'héroïne, safran, une teinte sacrée dans l'hindouisme. Des coupes ont été réclamées avant sa sortie en salle. Des militants nationalistes hindous s'en sont pris aux affiches du film. Des élus locaux du BJP, le parti du Premier ministre Narendra Modi, menacent d'interdire les projections dans leurs États. Les voix critiques n'épargnent pas la tête d'affiche du film, Shah Rukh Khan, superstar adulé en Inde, issu comme plusieurs grands acteurs de Bollywood de la minorité musulmane. Faites un tel film sur le prophète Mahomet et diffusez-le au nom de la liberté d'expression. Il y aura des effusions de sang à travers le monde. Le cinéma est le meilleur moyen pour soutenir un autre discours qui repose sur une vision plus large de l'humanité. Un discours qui met en avant l'immense capacité de compassion, d'unité et de fraternité de l'humanité. Formidable outil de soft power pendant son âge d'or, l'industrie bollywoodienne a souffert du Covid et du succès des plateformes de streaming. Ces films, qui abordent régulièrement des questions sociales, comme les relations amoureuses interreligieuses, et mettent en avant une Inde multiethnique, sont mal vus par les nationalistes hindous au pouvoir.
L'industrie s'adapte. En 2022, le film de Kashmir Files revient sur le sort des hindous du Cachemire lors de l'insurrection qui avait touché cette région majoritairement musulmane dans les années 1990. On a créé une sorte de fausse vérité selon laquelle, au Cachemire, seule la population musulmane est opprimée. Personne n'a parlé des hindous. Tous les grands films qui ont été réalisés sur cette question n'ont même pas mentionné le génocide hindou. C'est ce que l'on appelle un film de propagande d'État. De multiples autres facteurs de la réalité ne sont pas montrés et une version très unilatérale de la réalité est projetée afin de servir le plan idéologique plus large des élites dirigeantes. Un film qui avait reçu le soutien de Narendra Modi lui-même. On l'a évoqué, l'Inde est en poids lourd des BRICS avec la Chine, la Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud. Ces 5 pays représentent 40% de la population mondiale et près du quart du PIB, un chiffre qui devrait monter à la moitié de la richesse mondiale en 2030. Un groupe qui devrait s'élargir. L'Iran, l'Algérie, mais aussi l'Arabie saoudite ou la Turquie frappent à la porte. Ce qui ne peut que satisfaire Vladimir Poutine ou Xi Jinping, qui voient arriver des pays défendant le même modèle autoritaire, concurrent des démocraties libérales. Poutine pousse même l'idée de créer au sein des BRICS une monnaie de réserve pour concurrencer le dollar. On le voit, le fossé entre l'Ouest et l'Est associé au Sud n'est pas prêt de se combler. Au nom de toute l'équipe de Géopolitis, je vous remercie de votre fidélité exigeante sur les écrans de la RTS, de notre partenaire TV5 Monde et de notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur l'extrême droite au pouvoir en Israël. Portez-vous bien.